Bonsoir à tous et à tous bienvenue. Désolée pour ce léger retard. Donc, bienvenue à cette conférence vaccination et si nous faisions une piqûre de rappel animée par le docteur Sophie Blanqui, médecin infectiologue au Centre de prévention de vaccination et de dépistage du Centre hospitalier du Mans. Bonjour. Yves Dour, pharmacien, et Hélène Templier, responsable du service prévention de la CPM. Bonjour. Alors bonsoir à tous. Donc moi je vais vous présenter donc le sommaire pour cette soirée. Donc on va vous rappeler quelques chiffres de vaccination. Après on fera un petit rappel à la loi et les nouvelles modifications. Enfin on fera un petit point sur les voies d'administration des vaccins et les contre-indications des vaccins. On essaiera de vous apporter quelques arguments pour lever les freins à la vaccination. On vous rappellera les précautions pour vacciner. On finira par quelques cas cliniques. Un petit problème technique, excusez-nous. Sophie, pouvez-vous nous indiquer quelle est l'adhésion à la vaccination en France, s'il vous plaît? Si vous avez quelques chiffres à nous communiquer. Donc, oui, on a quelques chiffres. Il y a une enquête qui a été réalisée par Santé publique France en 2022 qui montre qu'on a 84,6% des Français qui déclaraient avoir une opinion favorable à la vaccination, ce qui est plutôt un chiffre en hausse par rapport à 2021 où il y avait simplement 82,5% des Français qui avaient cette opinion. Ce qu'on peut voir dans cette étude, c'est que l'adhésion à la vaccination progresse avec l'âge, le revenu et le niveau d'études des personnes interrogées. Et par contre, cette adhésion est inférieure chez les personnes qui vivent seules. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'OMS fixe un objectif de vaccination de 95% de la population afin d'éviter la propagation des maladies infectieuses. Donc, on est encore en dessous de ces chiffres en France. Avez-vous quelques chiffres clés au niveau de la vaccination des nourrissons? Oui, donc on a quelques chiffres qui ont été communiqués toujours par Santé publique France, qui nous montrent plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on a une augmentation du recours à la vaccination chez les nourrissons depuis l'obligation vaccinale. Et ce qu'on peut voir, c'est que pour la troisième dose de l'hexavalent, qui c'est bien sûr à 21 mois, entre 2020 et 2021, c'est les nourrissons qui sont nés en 2020 et 2021, on a encore une augmentation, donc à plus 0,3 points, avec, vous voyez, donc un chiffre en France aux alentours de 91%, et pour les pays de la Loire, un petit peu au-dessus, presque 93% de vaccination. En ce qui concerne la couverture vaccinale de la deuxième dose du ROR, donc rougeole, oreillon, rubéole, donc à 33 mois, on est à plus un point, avec, vous voyez, une couverture vaccinale en France qui est aux alentours de 86%, et dans les Pays de la Loire, un petit peu au-dessus à 88%. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la rougeole, on a vraiment un objectif de 95% de couverture vaccinale pour la deuxième dose pour limiter la propagation de cette maladie, sachant qu'on a eu des épidémies récemment en France de rougeole. Alors, on va continuer chez les enfants un petit peu plus âgés et puis chez les adolescents. Donc, en ce qui concerne donc des vaccins non obligatoires, vous savez que l'obligation vaccinale, elle est pas chez les enfants et les adolescents. On a aussi une augmentation des couvertures vaccinales pour certains vaccins. On verra ça après. En tout cas, pour le méningocoque C, vous savez qu'il y a un rattrapage qui se fait jusqu'à l'âge de 24 ans. Et entre 2021 et 2022, on a eu un rattrapage vaccinal qui s'est augmenté, notamment chez les plus âgés. Vous voyez 4,3 points chez les enfants les plus âgés. Et vous voyez que donc dans les Pays de la Loire, on atteint donc 80% entre 5 et 8 ans, 70% 10-14 ans et après 46-47% pour les enfants âgés de 15 à 19 ans. Vous voyez donc un rattrapage qui se fait progressivement. Et pour la deuxième dose du vaccin HPV chez les jeunes filles de 16 ans, on a aussi une augmentation de 4,1 points, donc avec 41,5% en France de couverture vaccinale et pour les Pays de la Loire un petit peu au-dessus, 52,8%. Sachant que vous savez que l'objectif était de 60% en 2023 et 80% en 2030. On n'y reviendra pas après, donc je peux le dire tout de suite, c'est que vous savez qu'il y a maintenant la vaccination qui a été faite, enfin proposée maintenant chez tous les enfants en classe de cinquième et on espère que ça va pouvoir permettre d'atteindre ces objectifs ambitieux mais qui sont nécessaires pour limiter les cancers liés à HPV.
Et ce qu'on peut voir aussi, c'est pour le méningocoque B. Donc, vous savez que ça a été recommandé simplement depuis juin 2022 et on a plutôt une bonne adhésion de la population française avec une couverture vaccinale qui est déjà de 48,8% pour la cohorte des enfants qui sont nés en 2022, donc ce qui est plutôt bien. Quels sont éventuellement les axes de progrès qu'on pourrait activer, en tout cas en officine ou chez nos amis médecins pour essayer d'augmenter ces pourcentages, s'il vous plaît, Sophie? Alors, on a des axes de progrès, et je pense assez essentiels et qu'il faut avoir rapidement vu la période à laquelle nous faisons notre webinaire. Donc, je vais commencer par la fin déjà. Donc, la couverture vaccinale contre la grippe. Donc, vous savez qu'elle est insuffisante chez les personnes qui ont des facteurs de risque. Vous voyez que je vais prendre les chiffres des Pays de la Loire, on était à 59,5% chez les plus de 65 ans, donc qui ont une recommandation de vaccination ne serait-ce que par leur âge. Et pour ceux qui ont moins de 65 ans, donc qui sont ciblés par leur facteur de risque, on n'est qu'à 32,7%. Donc c'est vraiment pas bon. On a un objectif de 75% pour ces personnes-là. Et en ce qui concerne l'HPV, bah, je l'ai déjà dit, mais chez les jeunes garçons, on n'est pas bon non plus. Du coup, vous voyez, Pays de la Loire, on n'était qu'à 17,7% pour la première dose à 15 ans, même si c'est une introduction récente de ce vaccin, on est à 21%, mais par rapport au méningo B, vous voyez que les couvertures vaccinales ne sont pas du tout équivalentes. Et on était à 12,6% pour la deuxième dose, mais j'espère que ça va s'améliorer grâce à la campagne de vaccination dans les collèges. Juste quelques petits chiffres en Sarthe pour vous montrer notre marge de progression. Donc pour l'HPV, bah, c'est ce que je vous ai dit. Donc dans les pays de la Loire, je vous ai rappelé les chiffres tout à l'heure, mais en Sarthe, vous voyez que pour la deuxième dose chez les jeunes filles, on est à 53,4%. Voilà, donc pardon, on est à 49%, je me trompe de ligne, on est à 49%, c'est pour ça, on est en dessous des couvertures vaccinales des Pays de la Loire. Et pour la Sarthe chez les jeunes garçons, on est à 10,5%, donc aussi en dessous de la couverture vaccinale pour les garçons dans les Pays de la Loire par rapport à celle des Pays de la Loire. Donc on a des progrès à faire en Sarthe et on espère que l'action conjointe du CPVD, de la médecine scolaire va permettre d'améliorer cette vaccination. Peut-être d'ailleurs l'action des pharmaciens, puisque maintenant qu'on est amené à vacciner, on aura peut-être des rendez-vous qui seront pris dans ce cadre-là. Probablement, en tout cas chez les plus âgés, je pense que oui, ça sera une bonne chose du coup. Alors maintenant, est-ce que Hélène, tu pourrais nous rappeler un petit peu quelle est la prise en charge des vaccins en France? Bien sûr, les vaccins sont remboursés par l'assurance maladie sur prescription médicale, le plus souvent à 65%. La partie restante à charge par la mutuelle si la personne a souscrit évidemment une complémentaire santé. Parenthèse, si elle ne l'a pas fait, elle peut le faire en ligne sur le site Amélie ou alors prendre rendez-vous à l'accueil, hein. Rappelez-vous qu'à l'accueil, sur rendez-vous, on a moyen d'étudier ça avec les assurés. Parmi eux, hein, sur les remboursements, selon les âges et les situations médicales, certains vaccins peuvent être pris en charge à 100% par l'assurance maladie. L'injection, elle, est prise en charge par l'assurance maladie dans des conditions habituelles pour le patient. Alors, sachez également qu'il y a une prise en charge du vaccin HPV qui est possible suite à une convention qui a été signée avec la Ligue contre le cancer. Donc, l'objet de la convention évoque la prise en charge du montant de la part non couverte par les organismes de santé lors de l'achat du vaccin. À ce moment-là, il y a un parcours qui est mis en place entre le pharmacien et la Ligue. Donc, les pharmaciens établissent une facture subrogative et avancent la part non couverte aux bénéficiaires du dispositif. Cette somme est ensuite remboursée aux pharmaciens par le comité de la Ligue contre le cancer sur présentation de justificatifs. Alors, qui peut en bénéficier? Alors, jusqu'alors, c'était uniquement les filles de 14 à 23 ans, mais la convention a été mise en œuvre en 2020 et avant la vaccination des garçons. Aujourd'hui, je n'ai pas encore complètement la confirmation, mais je suis presque sûre que garçons et filles sont concernés dès lors qu'ils ne disposent pas de couverture complémentaire santé. Donc, si on a des pharmaciens en ligne, ben, n'hésitez pas à faire ces démarches. Et puis, à tous les professionnels de santé, ben, sachez que c'est possible et que ça existe. Alors, Sophie, est-ce que tu peux nous évoquer le rappel à la loi? Il y a eu des évolutions là au mois d'août. Est-ce que tu peux nous en parler?
Donc oui, cet été, on a eu plutôt une bonne nouvelle à mon sens. Du coup, il y a eu un arrêté ministériel le 8 août dernier qui a étendu les compétences vaccinales afin en fait, de multiplier les acteurs de la vaccination en France pour augmenter les couvertures vaccinales. Donc il y a une extension d'abord des compétences vaccinales des sages-femmes qui sont autorisées maintenant à prescrire et à administrer tous les vaccins à toutes les personnes, quel que soit leur âge, hormis bien sûr les vaccins vivants atténués chez les immunodéprimés. Voilà, et sur la droite de l'écran, je vous ai mis un petit récapitulatif, mais vous pourrez le revoir quand vous aurez le diaporama, voilà, pour vous reprendre tous les vaccins qui sont possibles de faire. Cet arrêté ministériel a également étendu les compétences, les compétences pardon, des pharmaciens, qui maintenant sont autorisés à prescrire et administrer tous les vaccins chez les plus de 11 ans, sauf les vaccins toujours vivants chez les immunodéprimés. Et enfin, cet arrêté aussi a étendu les compétences des IDE qui sont maintenant aussi autorisés à prescrire et administrer tous les vaccins chez les plus de 11 ans et toujours sauf vaccins vivants chez les immunodéprimés. Et bien sûr, ils gardent la possibilité d'administrer sur prescription médicale tous les vaccins, quel que soit l'âge des personnes qu'ils vaccinent. Sophie, où est-ce qu'on peut retrouver justement les conditions pour les nouveaux prescripteurs? Les endroits où on peut retrouver les, la trace de ce qu'on peut prescrire ou de ce qu'on peut faire éventuellement. Alors, dans cet arrêté, il est bien dit qu'il y a toujours une nécessité de tracer et de déclarer les effets indésirables auprès de la NSM. Donc, on vous a mis les liens pour déclarer ces effets indésirables. Et il est rappelé que cette extension des compétences est sous condition d'une formation pour les infirmiers et les pharmaciens. Voilà, donc l'arrêté du 8 août fixe aussi donc le cahier des charges vis-à-vis de ces formations. Euh, Ouais, d'autant que je crois que de toute façon, les formations des pharmaciens antérieures au décret ne sont pas valables. Il faut attendre, il faut donc faire une formation à nouveau. Si on n'a pas fait la formation, en tout cas théorique et pratique, on fait la formation totale. Et si on a fait la formation pratique, on est obligé de refaire la formation théorique de 8 heures, je crois, de mémoire. Donc il va falloir effectivement que nous regardions tout ça de plus près et que l'ensemble des pharmaciens puissent valider leur formation avant de commencer les prescriptions d'ailleurs. Voilà, et juste une petite information aussi pour les infirmiers, il y a des choses qui sont, et puis pour les pharmaciens, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place sur le plan national pour essayer de mettre en place peut-être des formations, voilà, qui soient validantes auprès des IDE et des pharmaciens. Sophie, dites-moi pourquoi je ne peux pas réaliser un vaccin vivant atténué à une personne immunodéprimée. Précisez-nous un petit peu les choses. Oui, c'est vrai que je vous ai rappelé à pas mal de fois qu'il fallait pas, enfin que vous n'aviez pas la possibilité de réaliser un vaccin vivant atténué chez un immunodéprimé. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, dans les vaccins vivants atténués, l'antigène vaccinal, c'est l'agent infectieux qui est entier, vivant et qui est rendu non pathogène par différents processus. Ce sont des vaccins soit bactériens, soit viraux. Donc, je vous ai remis dans un petit tableau à côté donc tous les vaccins qui sont vivants atténués. Voilà, donc vous voyez, il y a beaucoup de vaccins qui sont viraux, dengue, fièvre jaune, rougeole, oreillon, rubéole, rotavirus, polio oral, varicelle, zona et les vaccins à cible bactérienne. Donc il y a bien sûr le BCG. Et en fait, ces vaccins vivants atténués, leur principe, c'est qu'ils vont reproduire une infection à minima. Ils sont très bien parce qu'ils induisent une protection immunitaire qui est proche de l'infection naturelle, donc qui est souvent rapide et durable dans le temps. C'est souvent des vaccins pour lesquels on n'a pas besoin de faire des rappels au cours de la vie. Mais par contre, si je les administre à un immunodéprimé, je vais pouvoir provoquer une maladie vaccinale qui peut être très grave, hein. On a pas mal de case reports qui ont été rapportés sur des découvertes d'immunodépression lors de l'administration de vaccins vivants atténués. Et bien sûr, ce sont des vaccins qui sont déconseillés pendant la grossesse, même si on a des données de pharmacovigilance qui nous disent que si on réalise cette vaccination chez une femme enceinte qui ne savait pas encore qu'elle était enceinte, ça ne justifie pas une interruption médicale de grossesse. Alors, on va passer à comment ça s'appelle, aux voies d'administration. On va faire un petit jeu de questions-réponses si vous voulez bien. Vous allez avoir la possibilité de répondre aux questions et on vous donnera de toute façon, pas ça éventuellement, on vous donnera directement les réponses à la fin de notre intervention.
est-ce possible de réaliser tous les vaccins par voie sous-cutanée? À vous, messieurs, dames, à vous de répondre. Allez, Sophie, dites-nous tout. Avouez-nous tout. Donc non, tous les vaccins ne peuvent pas être réalisés par voie sous-cutanée. Parce que c'est une question qu'on a souvent chez les personnes qui prennent des anticoagulants de manière curative. Donc, il y a certains vaccins qu'on peut faire par voie sous-cutanée sans problème. Ce sont les vaccins vivants atténués. Par contre, les vaccins inertes doivent souvent être réalisés par voie intramusculaire, que ce soit pour des problèmes de tolérance quand ce sont des vaccins qui ont des adjuvants et d'efficacité. On sait que les vaccins sont moins efficaces par voie sous-cutanée. Et donc, même chez les personnes qui prennent des anticoagulants curatifs, on vérifie qu'ils sont bien sûr pas en surdosage avant de les vacciner. Et sinon, on fait une intramusculaire avec la plus petite aiguille possible et on fait une compression pendant 3 minutes forte du coup. Le BCG, lui, se fait par voie intradermique. Et vous savez que maintenant, il y a certaines voies d'administration un petit peu nouvelles, notamment bah, pour les pathogènes qui sont plutôt des pathogènes respiratoires. Il y a des vaccins qu'on fait par voie nasale pour privilégier en fait l'immunité muqueuse et notamment le vaccin vivant contre la grippe qui ne sera pas disponible cette année, mais qu'on aura peut-être les années prochaines. Et il y a des vaccins qui se font aussi par voie orale. Donc, vous savez bien, le vaccin contre le rotavirus, qui est un pathogène plutôt digestif. Par contre, effectivement, je pense que le vaccin oral pour les enfants mettra un petit peu de temps pour arriver aux dernières lectures. Ce serait peut-être pour 2025 simplement. On verra ce que font les laboratoires, s'ils sont suffisamment compétents pour le faire plus rapidement. On aura certainement un taux de couverture dans ce cas-là qui sera plus important. Petite réponse au sondage. Alors, est-il possible de réaliser tous ces vaccins par voie sous-cutanée? Alors, oui, pour 28%, ça c'est les mauvais élèves quand même, hein, franchement. Je ne veux pas savoir, ne levez pas le doigt. Et par contre, 72% pour le non. Vous êtes très bien dans cette conformation-là. Très bien. Alors, pouvez-vous nous indiquer, Sophie, les différentes contre-indications et pour quel vaccin surtout, si vous en avez, s'il y en a quelques-uns à faire ou à dire? Alors bah oui, il y a des contre-indications qui sont générales à tous les vaccins, puis après c'est spécifique à chaque vaccin. Donc il y a bien sûr ce qu'on appelle des contre-indications qui sont temporaires, qui peuvent amener à décaler une vaccination. Donc notamment si on voit un patient qui a de la fièvre au moment où on veut le vacciner, bah, il faut éviter de lui faire le vaccin, pas pour des problèmes de tolérance, mais plutôt pour des problèmes d'efficacité. Le vaccin risque de moins bien marcher. Et on évite aussi de vacciner des gens qui sont à la phase aiguë d'une maladie. Je peux vacciner quelqu'un qui vient de faire un AVC ou un infarctus parce que bah, son système immunitaire est déjà stimulé par cette maladie aiguë. Ensuite, tous les vaccins vivants atténués, bah, je vous avais déjà dit qu'ils ne pouvaient pas être réalisés chez les immunodéprimés et pendant la grossesse. Et enfin, pour tous les vaccins, si on a une hypersensibilité à l'un des composants du vaccin, c'est une contre-indication définitive au vaccin. Pour chaque vaccin, il y a des contre-indications spécifiques qui vous amènent à vous référer donc au RCP de chaque vaccin. Et bien sûr, une des contre-indications pour la vaccination, bah, c'est le refus du patient. On est quand même obligé d'avoir son accord avant de le vacciner. Voilà. Et donc, si vous vous intéressez à ce sujet-là, on avait fait, avec l'aide de l'ARS Pays de la Loire, une newsletter sur les contre-indications vaccinales. Donc, on vous a mis le lien sur le diaporama. Alors, Monsieur Dour, je viens de dire que le refus des patients pouvait être une contre-indication à la vaccination. À votre avis, quels seraient les arguments qu'on pourrait apporter aux patients, notamment à l'officine, pour lever les freins à la vaccination? De toute façon, je pense que déjà, le premier frein à lever, c'est d'indiquer ce qu'est une vaccination, en tout cas, et le principe du bienfait de de la vaccination. Ensuite, de toute façon, on peut toujours creuser, c'est ce qu'on fait régulièrement au comptoir quand on a des patients qui ne veulent pas se faire vacciner ou qui refusaient de se faire vacciner, en tout cas pour la Covid, pour la grippe, etc. On essaye de trouver quel est le point de refus, puisqu'en fait, il y en a un certain nombre. Il y en a un certain nombre. Une des choses qu'on met de toute façon en avant, c'est
obligatoirement, quand on parle de vaccination, c'est la protection non seulement du patient, mais surtout de son environnement familial, les enfants, les grands-parents, les personnes fragiles. Et puis, de toute façon, il faut absolument s'appuyer sur l'ensemble des données qu'on a aujourd'hui pour essayer d'augmenter. S'appuyer sur les pourcentages de risque de pathologie en cas de non-vaccination est important. L'essentiel, euh, enfin, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir, plutôt c'est comme ça que je vais le dire, qu'il y a en moyenne entre 9 000 et 10 000 décès de la grippe par an. On n'en parle plus. Donc, c'est à nous d'en parler au comptoir et d'essayer de convaincre le maximum de personnes de se faire vacciner, que ce soit maintenant enfants, adultes, personnes âgées. Il faut qu'on réussisse à progresser vers le point d'équilibre pour que cette satanée grippe ne progresse pas tous les ans, en tout cas. Est-ce que vous avez à nous préciser quelques points sur les précautions à prendre lors de la vaccination, s'il vous plaît, Sophie? Et on va vous poser une question avant la réponse de Sophie. La vaccination nécessite-t-elle des précautions particulières? Oui, non, à vous. Bon, bah oui, bien sûr. Il faut une trousse minimale de vaccination. Donc, vous avez remis un petit peu ce qu'on conseille, nous, d'avoir à disposition quand on réalise des vaccinations. Bah, avoir une seringue d'adrénaline en cas de choc anaphylactique. Donc, c'est des seringues qui peuvent être prescrites, pardon, et qu'on peut récupérer à la pharmacie. Un tensiomètre si jamais vous avez un malaise au cours de la vaccination. Bon, bien sûr, ça, je pense que tout le monde y pensera, un désinfectant, un coton et un pansement. Et bien sûr, pour tracer les vaccinations, bah, il faut quand même prévoir, parce que ça reste quand même le carnet papier qui reste quand même majoritaire, d'avoir un ou deux carnets de vaccination à remettre au patient s'il n'en a pas. On vous rappellera après les moyens pour commander des carnets de vaccination. Voilà. Et bien sûr, donc toujours l'obligation de tracer si le patient n'a pas de carnet de vaccination. Et puis même s'il a un carnet de vaccination, je pense que c'est maintenant, on est plus les outils numériques et de tracer l'acte vaccination, du coup, sur les outils qu'on a à disposition et notamment mesvaccins.net. Je vous ferai un petit point sur ça après. Et vers mon espace santé. Et donc, Hélène, je vais te laisser présenter du coup les fonctionnalités de mon espace santé. Alors, j'espère que vous le connaissez. Vous avez certainement déjà en entendre parler. Donc, Mon Espace Santé, c'est le carnet de santé numérique. C'est un espace de confiance personnel, sécurisé, dans lequel on y retrouve des informations médicales pour mieux suivre sa santé. Donc, vous voyez, il y a 4 blocs. Aujourd'hui, il y en a 3 qui sont opérationnel. Le quatrième devrait l'être d'ici la fin de l'année. Donc, on y retrouve son dossier médical. Donc, cette brique, elle s'appuie sur le DMP, hein, donc, dont l'historique a été repris pour les anciens utilisateurs du DMP. Elle est alimentée et consultée par l'usager par rapport à son profil médical, ses antécédents médicaux, donc là, en l'occurrence, ses vaccinations, ses potentielles allergies, des mesures de santé spécifiques. Et l'assuré lui-même peut l'alimenter dans la mesure où son professionnel de santé que vous êtes va pouvoir le valider derrière. Donc, par exemple, on pourrait retrouver des ordonnances, des comptes rendus d'hospice, les biologies. Dans le DMP, enfin dans mon espace santé, on y retrouve également une messagerie sécurisée avec des informations personnelles en provenance de l'équipe médicale pour communiquer avec l'usager, hein, via un service de messagerie sécurisé en santé. Et on y retrouve également un catalogue de services avec un accès à des applications santé labellisées qui vont permettre d'en savoir plus sur certains sujets de santé, avec 4 familles de services, l'accès aux droits et la prise de rendez-vous, le suivi des pathologies et des traitements, ainsi que des vaccins.
le suivi pré- et post-hospitalier et le suivi généraliste, notamment la prévention et le bien-être. Donc, si on fait le lien et le parallèle avec la vaccination, toute vaccination peut, et je dirais même doit être saisie dans le dossier médical partagé par vous-même, par les professionnels de santé. Cette action complétera la partie profil médical vaccination dans mon espace santé du patient ou par le patient lui-même, comme je l'évoquais tout de suite. Donc, à ce moment-là, la saisie du patient devra ensuite être validée par vous-même, qui est autorisé à accéder au DMP en vérifiant les éléments saisis par le patient. Et si jamais la personne vaccinée n'a pas de DMP, avec son consentement, le soignant va pouvoir transmettre ces informations par messagerie sécurisée au médecin traitant. Et en fait, il nous faut trois éléments pour la saisie d'une vaccination. Il y a trois items obligatoires: la date de vaccination, le nom du vaccin et le numéro de lot du vaccin. Alors, à ce jour, tous les logiciels métiers qui sont DMP compatibles doivent le prévoir. Ce n'est pas encore complètement le cas. Il y a des restrictions sur les spécialités de PS. Dans ce cas-là, d'abord, sachez qu'il y a un tuto qui existe. On vous a mis le lien. Et puis, en cas de souci, vous allez voir sur la diapo suivante, enfin sur celle d'après même, on vous donnera les coordonnées de nos collègues que vous pouvez contacter pour vous renseigner sur les logiciels métiers qui sont compatibles. Pour ceux qui ne le sont pas, ça va venir. Donc là, je vous ai mis la vision la vision du côté à gauche des professionnels de santé. Donc là, saisir la vaccination réalisée dans votre logiciel métier avec les infos obligatoires. Donc ce que je viens de vous dire, la date de vaccination, le nom du vaccin et le numéro de lot. Et de l'autre côté, sur la droite, vous voyez un petit peu la vision du patient. Juste pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ça donne une petite idée de ce qu'on visualise. Et enfin, je vous ai mis toutes les ressources Mon Espace Santé, donc les infos générales du Ségur. Pour les pharmaciens, vous voyez que vous avez un lien spécifique, idem pour les médecins et pour les sages-femmes. Et pour toute question, voilà l'adresse email que je vous invite à compléter, à consulter si jamais vous aviez des questions. Donc, c'est délégué numérique santé 72 @assurance-maladie.fr. Sachant que je précise que pour les pharmaciens, effectivement, l'ensemble des LGO ne sont pas encore opérationnels. On est pratiquement tous Ségur, mais par contre, on a encore des données qui sont mises en attente justement d'accès au DMP, au dossier médical. C'est le rôle des délégués numériques en santé de la Sarthe de vous accompagner quand vous avez des problématiques. N'hésitez pas à les contacter. Alors, Sophie, on disait également que c'était important de tracer les vaccins sur le site mesvaccins.net. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu mesvaccins.net, donc c'est labellisé HAS comme logiciel. Et en fait, c'est un logiciel qui permet différentes choses. Déjà, de créer un carnet de vaccination numérique pour les patients. Donc, ce sont les patients qui peuvent le créer ou les médecins. Et en fait, on peut donc tracer la vaccination dans ce carnet de vaccination numérique. Mais en plus, donc ce que vous voyez à gauche, c'est que ça permet de prévenir les infections parce qu'en fait, en plus de remplir son carnet de vaccination numérique, on peut remplir son profil santé avec son âge, ses pathologies chroniques et ça nous donne des informations sur les vaccins qu'il faut réaliser pour son entourage, pour soi-même, les rappels qu'on a à faire. Et enfin, il y a un onglet qui est très intéressant aussi, qui est le conseil aux voyageurs, dont on sert, nous, au centre de vaccination international. Donc, normalement, il y a des liens qui peuvent être faits avec certains logiciels métiers. Il y a certaines régions où l'ARS a choisi de financer en fait ce lien et ce logiciel pour tous les médecins et puis tous les professionnels de santé, mais pour l'instant, nous, c'est en discussion avec notre ARS. Voilà, et puis je vous ai remis après, donc vous pourrez lire ça un peu plus tard. Vous savez que Santé publique France fait pas mal de documentation qui est très intéressante aussi, donc à disposition des parents, des patients pour leur expliquer l'intérêt des vaccinations. Les petites cartes postales vaccinales qui sont bien pratiques à glisser dans les carnets de santé ou à donner aux patients pour qu'ils voient bien visuellement quel rappel ils ont à faire, et les carnets de vaccination que vous pouvez mettre aussi à disposition dans vos pharmacies et dans vos cabinets. Donc, on vous a mis un petit peu la démarche à faire. Donc, il faut créer un compte sur Santé publique France. Voilà, on s'inscrit quand on est professionnel de santé et ensuite on peut faire la commande. Voilà, donc vous reverrez tout ça tranquillement quand vous aurez le lien sur le replay et sur la présentation.
N'hésitez pas à faire les commandes en ligne directement, mais également sachez qu'au Mans, nous avons la chance d'avoir l'IREPS, un Institut régional pour la santé qui est situé Gare Sud, qui peut aussi vous fournir de la documentation prévention santé, quel que soit le sujet. Là, on parle de la vaccination, mais pour d'autres sujets, c'est également valable. N'hésitez pas à les contacter. C'est l'IREPS, IREPES. Et je crois qu'en pharmacie, on a aussi le CESFARM qui nous envoie les documents gratuitement également. Très bien. Donc, on avait une petite question sondage. C'était pour voir si vous utilisez ou commandez des docs via donc mesvaccins.net et Santé publique France ou les deux. Voilà, si vous avez connaissance de ces sites et si vous les utilisez régulièrement. Alors, si on regarde le sondage, 27% d'entre vous connaissent mesvaccins.net, 73%, ce qui est bien, connaissent bien Santé publique France et toutes ses ressources. Et bah, personne ne connaissait les deux simultanément. Merci à vous. Donc, on va maintenant passer au cas clinique. On vous a fait un premier petit cas clinique. Donc, nous sommes le 3 octobre 2023. Donc, Madame Dupont, 75 ans, vient dans votre pharmacie pour un renouvellement de sa metformine pour son diabète et de son ramipril pour son hypertension artérielle. On va imaginer que c'est dans votre pharmacie, Monsieur Dour, et donc est-ce que vous profitez de ce rendez-vous pour son renouvellement de traitement pour évoquer la vaccination et quelle vaccination abordez-vous avec cette patiente? Alors, plusieurs vaccinations, bien sûr, puisque 75 ans, doit être maintenant l'âge de rappel du DTP. Donc, forcément, on va peut-être commencer par ça, parce que nombre de personnes sont malheureusement perdues dans leur vaccination. En plus, avec les nouveaux tableaux, on était un petit peu désorientés, et donc les patients encore plus. On va peut-être aussi penser, quand on est le 3 octobre, à lui poser la question pour la Covid, pourquoi pas? Puisqu'on doit, à partir d'aujourd'hui, on peut vacciner contre la Covid. Enfin, on pouvait bien sûr avant, mais en tout cas, il y a une campagne nationale qui est lancée à partir d'aujourd'hui. On va en profiter pour lui parler de sa grippe, enfin sa grippe, sa vaccination contre la grippe, qui commence le 17. Donc tout ça fait qu'on a quelques questionnements à faire à notre brave personne de 75 ans. Il y a non, peut-être pas le zona, mais enfin, on peut lui peut parler éventuellement du zona. Après, je dois en oublier encore, donc je vais vous demander de préciser si j'ai oublié des petites choses, Sophie. Dites-moi. Bah, je Dites-moi pense si je travaille bien ou pas. Je pense qu'il manque une grande vaccination qu'il est important de proposer à cette patiente-là. Bah, c'est la vaccination contre le pneumocoque, du coup. Et vraiment, j'espère qu'on va réussir à augmenter nos couvertures vaccinales grâce à cette extension pardon, des compétences vaccinales. Donc, je vous ai mis tout en bas juste, vous voyez qu'en 2018, seuls 1,8% des patients qui avaient un diabète de type 2 étaient correctement vaccinés contre les pneumocoques, donc avec le schéma que je vais vous rappeler tout à l'heure. Donc voilà, c'est vraiment pas beaucoup, beaucoup. Et donc, je vous ai remis en haut à droite de l'écran. Donc, je vous ai rappelé en fait les personnes qui, en plus des immunodéprimés, doivent être vaccinées contre le pneumocoque. Donc, vous voyez, les cardiopathies, les insuffisances respiratoires, l'asthme, l'insuffisance rénale, les hépatopathes chroniques, le diabète non équilibré par le régime seul, les patients qui ont une brèche ostéoméningée, un implant cochléaire ou qui sont candidats à cette implantation parce que vous savez que le pneumocoque se porte au niveau du rhinopharynx. Donc, en gros, c'est pratiquement tous les patients qui sont pris en charge en ALD 30. Du coup, il faut y penser systématiquement. Donc, juste pour vous rappeler le schéma, vous savez, pour les personnes qui n'ont pas reçu le vaccin avant, c'est toujours un schéma avec deux vaccins. Donc, d'abord un Prevnar 13. C'est important de le faire en premier parce que si on le fait après le pneumovax, on va avoir une moins bonne réponse, du coup. Donc, on commence par le Prevnar 13 et 2 mois plus tard, donc il faut attendre au moins 2 mois, il faut faire donc un pneumovax, du coup, donc un vaccin polysaccharidique 23 valent. Et pour l'instant, la recommandation, c'est de faire 5 ans plus tard un nouveau vaccin pneumovax, du coup. Pour les personnes qui avaient déjà reçu un pneumovax, eh ben, il faut attendre 1 an avant de leur refaire un Prevnar 13 et on fait un rappel à 5 ans par le pneumovax. Et pour les personnes qui avaient déjà reçu cette séquence-là, bah, juste simplement le rappel à 5 ans avec le pneumovax. Sachant que bah, vous savez qu'il y a un vaccin 20 valent qui va bientôt être mis sur le marché et qui va changer un petit peu ses recommandations, mais on verra. Il pourra probablement remplacer, on va attendre les recommandations de l'HAS, mais ça va probablement remplacer ce schéma vaccinal complet. Du coup, donc, ce sera plus simple pour les patients aussi de se faire vacciner contre le pneumocoque. Donc, il m'en manquait quand même pas mal. Voilà.
Cas clinique numéro 2, un de nos collègues IDE vient faire un pansement de l'ulcère à Madame Dupont. Son petit-fils âgé de 12 ans est en vacances chez elle. Après avoir échangé avec sa fille, elle s'interroge sur la pertinence de réaliser ou non, bien sûr, l'HPV chez son petit-fils. Qu'est-ce que vous pouvez nous répondre ou en tout cas nous aider à argumenter? Je pense que dans ces cas-là, bah, il faut rappeler un petit peu l'épidémiologie, notamment des HPV. Donc voilà, vous savez que c'est des virus qui s'attrapent enfin qui sont sexuellement transmissibles. On est pratiquement tous infectés dès les premières années de notre vie sexuelle par les HPV. Et certaines personnes ne vont pas éliminer complètement l'infection et vont pouvoir déclencher des cancers. Et il faut savoir que ces cancers qui sont liés à HPV bah, touchent bien sûr la femme, hein. On connaît tous le cancer du col de l'utérus, bah, qui sont tous liés à l'HPV et c'est à peu près 3000 cancers par an. Mais il y a aussi des cancers donc de la vulve et du vagin qui sont chez la femme. Mais il y a des cancers qui sont partagés entre femmes et hommes, notamment les cancers des voies aérodigestives supérieures, oropharynx, cavité buccale, larynx. Vous voyez 380 cas par an chez les jeunes filles, 1300 cas par an chez les hommes. Les cancers de l'anus qui touchent les femmes et les hommes aussi. Et chez les hommes, il y a des cancers qui sont liés à l'HPV, les cancers du pénis. Et il y a aussi bien sûr le problème des verrues génitales. Vous savez que les vaccins, notamment les vaccins non avalants, enfin, protègent aussi contre ces verrues génitales, qui touchent bien sûr à la fois les hommes et les filles. Donc, je vous rappelais juste donc le schéma vaccinal pour le vaccin contre l'HPV. Donc, vous savez qu'il est maintenant recommandé de vacciner qu'avec le Gardasil, hein, de ne pas débuter une vaccination avec le vaccin bivalent Cervarix parce qu'il ne protège pas notamment contre les verrues génitales. Et donc, on doit initier cette vaccination. Donc, normalement, elle est recommandée à partir de l'âge de 11 ans avec 2 doses espacées de 6 mois à 13 mois si je vaccine entre 11 ans et 14 ans révolus. Et à partir de 15 ans et jusqu'à 19 ans révolus, on peut faire 3 doses, enfin on doit faire 3 doses avec un schéma M0, M2, M6. Et il y a un remboursement qui est proposé jusqu'à 26 ans révolus chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes qui ont plus de risques de déclencher chez des cancers liés à HPV. Et c'est aussi avec 3 doses à partir de 15 ans. Voilà. Et vous savez que l'AMM du vaccin est jusqu'à 45 ans, donc on peut quand même vacciner des gens un petit peu plus âgés, même si le vaccin n'est pas remboursé. Et bien sûr, bah, il faudra penser toujours, on pense à l'âge de 11 ans, donc on rappelle diphtérie, tétanos, poliocoqueluche dès 11-13 ans. Comme je vous l'ai dit, bah, on fait des progrès sur le rattrapage de la vaccination méningocoque C jusqu'à 24 ans révolus, mais il faut toujours penser à interroger les adolescents qu'on voit pour savoir s'ils ont bien eu cette vaccination, adolescents et jeunes adultes, et proposer également aussi, si ça n'a pas été réalisé chez cet enfant dans l'enfance, la vaccination contre l'hépatite B. Donc, je vais vous faire un petit mot de conclusion si vous êtes d'accord. Donc, on a quelques bonnes nouvelles qui sont plutôt bien. Donc, c'est l'augmentation de la confiance dans la vaccination des personnes, hein. Moi, je pensais franchement pas ça après la vaccination contre la Covid, mais ça a plutôt été bénéfique du coup. Et on a une augmentation des couvertures vaccinales depuis l'obligation vaccinale, qui est quand même une bonne chose. Mais on a quand même des couvertures vaccinales qui restent inférieures aux objectifs, notamment pour le vaccin HPV, le vaccin ROR et le vaccin contre la grippe. Voilà. Et moi, je pense que l'extension des compétences vaccinales va permettre de multiplier les occasions de vaccination. Et on compte sur vous pour augmenter la couverture vaccinale en France. D'autant que moi, en tant que pharmacien, c'est vrai que j'ai beaucoup de patients qui viennent, qui poussent la porte, qui n'ont pas forcément besoin de voir le médecin. Donc, je les vois certainement beaucoup plus à un âge intermédiaire que le médecin ou que les autres professionnels de santé. Donc, on pourrait éventuellement imaginer qu'il y a des moments où on fasse une semaine de vaccination où on pose à toute personne qui pousse la porte de la pharmacie pour savoir s'ils sont bien sûr vaccinés. Ce serait peut-être un challenge à faire avec la caisse et pour voir quel en serait le résultat en tout cas.
Ah, et on vous a mis une dernière diapo pour vous donner des ressources si vous avez besoin. Donc, bien sûr, le site Vaccination Info Service, voilà, qui est très bien. Donc, il y a un onglet, enfin, une partie qui est pour les professionnels, mais une partie aussi pour le grand public qui est vraiment très, très bien fait. Le site de Santé publique France, donc, on a vu, il y a pas mal de choses aussi sur les vaccinations et les maladies. Le site du ministère de la Santé et de la Prévention. Le site de l'assurance maladie aussi, qui est très bien fait pour les professionnels et pour les patients, surtout mon espace santé, le carnet de vaccination électronique. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au centre de prévention de vaccination et dépistage. Donc, on a choisi, nous, d'avoir un mail d'avis. On s'engage à répondre sous 48 heures à peu près au mail. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas, si vous avez des questions sur la vaccination, à nous envoyer un mail. On est assez réactif. Juste une petite question qui me vient spontanément. Est-ce qu'on pourrait importer finalement le carnet de vaccin électronique dans notre dossier santé finalement, nous en tant que patients? Pas en tant que professionnel, hein, mais en tant que patient. Si on a eu une création de carnet de vaccination électronique, est-ce qu'on pourrait l'importer tout simplement dans notre dossier? Je crois que c'est en projet, notamment le lien entre mesvaccins.net et mon espace santé. C'est en étude. Je pense que ça va se faire à l'avenir. Ouais. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc, nous avons terminé la conférence. Nous allons donc pouvoir passer aux questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à continuer à les poser dans l'onglet questions-réponses. Et puis, si vous devez nous quitter, on vous souhaite une bonne soirée et pensez à compléter l'enquête de satisfaction, encore une fois, pour télécharger le support qui vous a été présenté et retrouver tous les liens. Un replay vous sera, lui, envoyé par mail sous 48 heures. Donc, je vais laisser la parole à Hélène pour les questions. Alors, Sophie, on a une question de David qui nous demande, pouvez-vous nous éclairer sur le meilleur choix pour la vaccination des 45, 65, 75, 85 ans? Est-ce qu'on fait le DTP ou le DTPC? Alors, bah, ça va dépendre un petit peu de l'entourage. Alors, enfin, on faisait surtout un rappel avec la coqueluche, surtout dans la stratégie du cocooning. En fait, vous savez que les nourrissons n'étaient pas protégés par leur vaccination quand ils naissaient, et donc on essayait de vacciner tout l'entourage. Donc c'est vrai que des personnes de ces âges-là qui avaient des nourrissons qui allaient naître dans leur entourage, on leur proposait assez facilement de faire un DTP coqueluche afin de protéger le nourrisson qui allait naître contre la coqueluche. Et vous savez que maintenant on vaccine les femmes enceintes contre la coqueluche, et si elles ont été vaccinées pendant la grossesse plus d'un mois avant l'accouchement, il n'y a pas besoin de faire cette stratégie du cocooning dans l'entourage. Donc ça va dépendre un petit peu. Et puis après, on a des données qui montrent que la coqueluche peut être grave aussi chez les personnes âgées. Mais pour l'instant, moi, c'est vrai que je fais assez facilement un DTP ou un DTP coqueluche. J'ai pas d'avis tranché sur ça, mais c'est vrai qu'actuellement, comme la vaccination des femmes enceintes n'est pas trop faite encore pour la coqueluche, c'est vrai que s'il y a des naissances dans l'entourage, je privilégierais un rappel avec la coqueluche. Alors, on nous dit aussi, le troisième DEC 0 à 12 mois implique 3 injections en même temps, ce que j'ai du mal à réaliser. 2 injections à 3 et 5 mois donnent-elles une immunité suffisante? Et si je fais le choix de ne pas grouper les 3 injections à 12 mois avec le RER et le méningo-C, comment les répartir au mieux? Alors, c'est une question qui a été enfin, posée et qui a été tranchée par Infovac. Je ne sais pas si vous connaissez aussi le site Infovac. Il y a plein de questions-réponses. C'est un site par des experts de la vaccination en France, et notamment pas mal de pédiatres. Et en fait, ils ont proposé pour les parents en fait, qui refusent de faire les 3 injections, ou si on a du mal à faire ces 3 injections à l'âge de 12 mois, vu l'épidémiologie actuelle qui fait que le méningo-C a beaucoup diminué depuis qu'on a mis cette vaccination obligatoire à 5 mois, on propose plutôt de faire d'abord le ROR et le méningo-B, parce que c'est quand même le méningo-B qui est le plus responsable de méningite à méningocoque en France actuellement, et de décaler en fait le méningo-C à 13 mois, voilà, pour permettre de mieux accepter ces vaccinations, enfin, de ne pas faire 3 vaccinations en même temps, du coup, à l'âge de 12 mois. Alors, une question de Sophie qui nous demande comment expliquez-vous que les secondes doses d'HPV ne soient pas effectuées? Est-ce qu'on a une explication, Sophie? Alors, on n'a pas d'explication, je pense, du coup. Je pense qu'on oublie de faire la deuxième dose, ou peut-être que les enfants ne veulent pas se refaire faire une deuxième dose de vaccination. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Alors après, bon, c'est pas. Vous savez qu'il y a des données qui sont
qui ont montré en fait qu'une dose de vaccin avait une bonne immunogénicité. Et il y a certains pays, notamment l'Australie, qui recommandent plus que de faire une seule dose de vaccin. Donc voilà, c'est pas bien. Actuellement, c'est pas les recommandations, mais peut-être qu'on y viendra un jour à une seule dose. Et je crois que c'est dans les des clous de simplifier le schéma vaccinal. Et il n'y aura peut-être qu'une seule dose à faire. Donc voilà. Donc au moins une seule dose. Essayer de vacciner déjà une dose tout le monde. Et puis ça sera déjà très très bien. Et puis pour l'instant, c'est encore recommandé de faire la deuxième dose, mais on verra dans les années qui viennent. Donc, en Et, attendant, on compte sur vous tous pour le rappeler à vos patients. et il était dit peut-être qu'il était un petit peu plus douloureux. C'est peut-être aussi pour ça aussi que les patients, les patientes, les jeunes patientes n'y pensaient pas forcément. Eric nous pose la question de pourquoi un tensiomètre? On évoquait la trousse tout à l'heure. Pourquoi est-ce important d'avoir un tensiomètre dans sa trousse de vaccination? Ben, moi, en fait, ma hantise quand je vaccine les patients, c'est d'avoir mon premier choc anaphylactique. Je n'en ai encore jamais eu. Et en fait, quand on veut distinguer un malaise vasovagal d'un choc anaphylactique, bah, souvent dans les malaises vagovagal, dans les enfin, malaises vagos, on a souvent une hypotension, mais qui n'est pas marquée. Tandis que dans le choc anaphylactique, bah, vous aurez une tension artérielle systolique qui sera vraiment basse. Et souvent, maintenant, les tensiomètres, ils prennent le pouls aussi. Et dans les malaises vagos, on a souvent une bradycardie, tandis que dans les chocs anaphylactiques, on a une tachycardie. Voilà, ça nous permet un petit peu de distinguer les deux mécanismes de malaise suite à un vaccin, parce que tous les deux se produisent souvent assez rapidement après la vaccination. Et voilà, moi j'aime bien avoir un tensiomètre et c'est ce qui est recommandé par les autorités sanitaires. Donc voilà, je pense qu'il faut avoir ça dans sa trousse. Donc, plutôt pour des questions de sécurité. Tout à fait. Alors, une question sur la vaccination Covid. Donc, la vaccination Covid, le rappel, est ouverte pour cette nouvelle saison. Quelle est la recommandation entre deux injections? Qui veut répondre? Euh, Aujourd'hui, de toute façon, la recommandation est en cas d'infection à la Covid ou en cas d'injection du vaccin à la Covid, c'est de faire la seconde ou la troisième ou la quatrième ou la cinquième, peu importe, maintenant où on en est rendu. On s'en fiche complètement, oui, absolument, du moment c'est que ce soit fait. C'est 6 mois entre une infection ou une dose et un rappel. Alors il y a juste les immunodéprimés chez qui il Sauf faut un... Voilà. tous les 3 mois. Normalement, tous les 3 mois, avec des immunodéprimés, pathologie un petit peu particulière, ou de toute façon, ceux qui sont déjà en attente de cette protection et qui ont besoin même de se faire rassurer. Je pense qu'il n'y a pas de grand danger de toute façon de faire même à 3 mois pour si on voulait vraiment. Là, c'est surtout une question de, de simplicité qu'on a décidé que ce soit à 6 mois, sauf les immunodéprimés, effectivement. Excusez-moi. Vous avez une bonne note quand même, Monsieur Dour. Une question de Nathan qui nous dit, pour ceux qui ont été vaccinés par Prévenard pendant l'enfance, à partir de quand revaccinons-nous ces gens en cas de pathologie chronique, par exemple, sous immunosuppresseur à 25 ans, et par quel schéma? Donc, normalement, chez les patients de plus de 2 ans qui ont été vaccinés par le Prévenard dans l'enfance, il est recommandé de faire qu'un pneumovax, du coup. Mais c'est vrai qu'à 25 ans, moi, je n'ai pas forcément les carnets de vaccination, savoir s'ils ont vraiment reçu leur Prévenard ou pas. Donc, moi, je leur refais le schéma. Voilà, il n'y a pas de risque, je pense, à refaire le schéma Prévenard 13 pneumovax si on est un peu à distance du vaccin Prévenard. Voilà, mais normalement, ce qui est recommandé, c'est chez les enfants de plus de 2 ans qui ont déjà reçu leur Prévenard, leur primo-vaccination, c'est de ne faire qu'un pneumovax. Une question de Floriane qui nous demande si pour la vaccination Covid, tout à l'heure on évoquait une formation, est-ce qu'il faut avoir réalisé cette formation pour réaliser la vaccination Covid? Monsieur Dour. De toute façon, faut se former pour vacciner déjà. Donc, déjà, il n'y a même pas à se poser la question. La vaccination Covid est venue, et a suivi en fait la vaccination grippe pour laquelle on était formé. C'est exactement la même vaccination à faire. Donc, de toute façon, on est déjà formé. Si on a fait la vaccination grippe, si on a fait la formation vaccination grippe, on est de toute façon formé pour la vaccination Covid. Et c'est pas l'acte. Là, en l'occurrence, c'est un problème d'acte. C'est plus un problème d'acte qu'un problème de théorie. Là, en l'occurrence. La théorie, de toute façon, devrait être passée parce qu'en fait, quand on nous a appris à vacciner, nous pharmaciens en tout cas, on nous a appris les principes de la grippe. On a ensuite reçu les principes pour la Covid. L'acte était toujours le même. Par contre, il y a toutes les autres vaccinations sur lesquelles il faut qu'on se forme et qui doivent être validantes, bien sûr.
Alors, on a une question d'un spectateur qui ne s'est pas nommé, qui demande si le vaccin contre la Covid doit toujours être déclaré sur Amélie Pro ou juste sur le DMP patient. Alors, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est plutôt sur le DMP plus qu'Amélie Pro. Si vous avez une question spécifique, là, c'est point trop mon domaine de compétence, mais n'hésitez pas à recontacter nos collègues hein, sur l'email qu'on vous a donné tout à l'heure et faites-vous accompagner, on vous donnera la réponse. N'ayant pas votre nom et vos coordonnées, je ne peux pas vous répondre en individuel, mais on peut vous y répondre en contactant les collègues dont c'est le métier à la caisse. N'hésitez pas à envoyer un mail. Une autre question de José Louis. Pour les pharmaciens uniquement vaccination du calendrier vaccinal, peut-on faire l'hépatite A qui est hors calendrier vaccinal? Sophie. Oui, oui, on peut le faire du coup. Oui, oui. Voilà. Après, c'est hors calendrier vaccinal, mais il y a quand même des recommandations de vaccination contre l'hépatite A, le voyage, du coup, et puis les hépatopathies chroniques et les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes aussi font partie des recommandations pour faire le vaccin contre l'hépatite A, mais il peut être prescrit et réalisé par le pharmacien. Alors, sauf erreur de ma part, on a répondu à toutes les questions. Avez-vous d'autres questions? Alors, une nouvelle question de Floriane qui nous dit qui propose la formation théorique? Monsieur Dour. Les organismes de formation, enfin en tout cas chez nous, les organismes de formation, moi j'ai vu que ma formation officinale était déjà partie sur le secteur. Après, je pense que la SERP, je crois, a aussi son propre organisme de formation qui a lancé les formations sur la vaccination. Donc en tout cas pour les pharmaciens, je pense que tous nos organismes formateurs ont prévu des formations adéquates et adaptées. Là, on a plutôt une remarque de Stéphanie qui nous dit que l'acte d'injection est une compétence déjà acquise pour les IDE. C'est l'activité de prescription qui nécessite une formation et que les IDE qui ne souhaitent pas prescrire ne sont pas obligés de se former, en effet, même si cette formation a du sens pour tous les soignants. Et c'est bien pour ça qu'elle est proposée d'ailleurs. On est d'accord, Stéphanie. Une autre question qui est au sujet de la vaccination Covid. Pourquoi il n'a pas été prévu d'avoir des injections prêtes à l'emploi comme la grippe? Sophie, c'est une bonne question, ça. Je pense que c'est pas nous qui décidons. Du coup, c'est vrai que les monodoses, c'est plus facile, hein, du coup, pour vacciner. On a eu pas mal de pertes, nous, à l'hôpital, de doses de vaccins, ce qui est un peu aberrant vu les pays en voie de développement qui n'ont pas eu de vaccin initialement. Mais ça reste quand même des flacons avec 6 doses pour les prochains vaccins, et notamment le vaccin Pfizer adapté sur le variant Omicron XBB 1.5 qui va être proposé pour la campagne de vaccination qui débute là. Une remarque de Stéphanie qui a raison, qui nous dit que tous les organismes d'IDE sont en cours d'élaboration de formation. Bien vérifier que la formation est validante. Monsieur Dour l'a dit tout à l'heure, en effet, avec une durée minimale de 10h30, semble-t-il. Oui, c'est Merci ça. Oui, Stéphanie. c'est ça, tout à fait. Une remarque de Floriane qui dit qu'on n'arrête pas de d'être démarché par les organismes pour les formations de vaccination. Donc attention en effet au démarchage et au type de formation qu'on vous propose. Une question d'Alexandra. Pour les IDL, pouvons-nous prescrire le Covid sans avoir eu la formation de vaccination? On y revient. C'est Question déjà posée tout à l'heure. Ouais, je pense que c'est cyclique. De toute façon, euh, enfin, je pense que il y avait des problèmes de structure. Enfin, on connaissait pas les vaccins Covid, donc on a appris à les connaître par le biais de formations qui ont été des formations théoriques. Donc de toute façon, je pense que la prescription du vaccin Covid est rentrée naturellement, simplement avec ces informations. Donc c'est pas le vaccin Covid qui pose le plus de problèmes, c'est les autres vaccins, notamment les vaccins vivants atténués, etc., qui entraînent un certain nombre de précautions. Je pense que Sophie, vous êtes d'accord avec moi, c'est que la vaccination Covid a pas, enfin, ne nécessite pas forcément une formation spécifique. Voilà.
Je pense que les infirmiers, je sais plus si les infirmiers peuvent prescrire ou pas, ou s'ils pouvaient simplement administrer le vaccin Covid. Mais je crois que ouais, s'il a le bon, normalement c'est comme pour la grippe, hein, du coup. Donc je pense qu'ils peuvent délivrer le vaccin du coup à ce moment-là. Donc je pense que qu'à partir du moment où les gens reçoivent, vous savez qu'il y a une campagne de l'assurance maladie qui a envoyé des bons de prise en charge pour la grippe. Et en fait, c'est grippe et Covid cette année, du coup. Moi, j'ai pas mal de mes patients qui l'ont reçu, des femmes enceintes qui l'ont reçu aussi, du coup. Et donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez administrer enfin, vous pouvez faire délivrer et administrer le vaccin, en fait, pour la Covid. Il n'y a pas besoin de prescription forcément, du coup. Si, le bon, il est pour grippe et Covid, du coup. Oui, mais en fait, il a l'apparence effectivement de la grippe. C'est pour ça. Ouais. Et il y a un petit cours, et il y a il y a une petite adjonction d'une feuille complémentaire, effectivement sur Ouais. la Covid. Bah, a priori, moi je dirais que non. Toujours, enfin, je ne pense pas. On passe toujours par un pharmacien, si je me souviens bien. Moi, j'ai toujours sur ma liste de commandes les médecins environnants, les EHPAD, enfin, les IDE. A priori, je dirais on passe toujours par le circuit pharmaceutique du médicament, qui est de toute façon la pharmacie. Euh, Type de question que l'on fasse des ordos pour les pharmaciens. C'est-à-dire, alors là, je ne comprends pas. Euh, enfin, a priori, les pharmaciens ont le droit de vaccination et de prescription sur la grippe et sur la Covid. Donc, de toute façon, on n'a pas besoin de faire enfin, les IDE n'ont pas besoin de faire une ordonnance pour les pharmaciens pour la Covid et en tout cas pour la Covid et la grippe. En tout cas, voilà. Sur le reste des vaccinations, euh, oui, enfin, je pense que comme vous avez de toute façon le droit de prescription, vous pouvez faire des ordonnances et si le pharmacien voit une ordonnance arriver de la part de l'IDE, soit il fait l'injection, soit il ne la fait pas, mais de toute façon, vous pouvez le faire. Bah, oui, bah, il faudra éventuellement qu'elle En m'appelle. fait, tout le monde n'est peut-être pas encore au fait des nouveautés qui datent quand même du mois d'août, hein, sur les évolutions de prescription et de réalisation des vaccins. Oui, enfin, on l'attendait impatiemment depuis. Ça a mis plus qu'une grossesse d'éléphant hein, quand même. Hein. Donc, Alors, Stéphanie, qui est infirmière libérale, dit, je suis infirmière libérale et des patients relevant de la MSA n'ont pas encore reçu leur bon de prise en charge grippe Covid. C'est étonnant. Oui, ça dépend de la MSA. Si c'est pas encore arrivé, je pense que ça devrait pas tarder, hein. Pour la CEPAM, c'est fait. oui, mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de bons de la CPAM, mais j'en ai pas encore vu énormément d'autres caisses. Que ce Il peut y avoir soit, des décalages, mais ça va pas tarder à arriver là. voilà, c'est ça. Ça, je pense que. Pour la grippe, de toute façon, on a jusqu'au 17, hein, donc ça peut encore arriver jusqu'au 17. Alors pour le moment, il n'y a plus de questions. Avons-nous été clairs? Dites-le nous. Est-ce qu'on a répondu à vos interrogations? N'hésitez pas à communiquer. On vous laisse encore quelques minutes pour de potentielles questions supplémentaires. Et en attendant, ben, je tenais à remercier le docteur Blanqui et puis Monsieur Dour pour vous avoir préparé cette conférence. Alors, on a voilà, des nouvelles questions qui arrivent. Pauline nous dit, une infirmière libérale qui veut faire des vaccins Covid à son cabinet doit faire une prescription pour que le pharmacien délivre des flacons. Monsieur Dour. Oui, c'est ça, oui. Euh, de par le cadre de la délivrance, en fait, et par la traçabilité, c'est le pharmacien qui est tenu de toute façon de délivrer enfin, les flacons de vaccins aux IDE, aux infirmières, aux médecins. Et donc, il y a une traçabilité qui se fait par ce biais-là, plus une rémunération qui se fait également par ce biais-là. Alors, Floriane parle à nouveau des formations. Oui, mais il faut qu'on ait une formation pour pouvoir prescrire. Et que du coup, si on ne l'a pas fait, si c'est en cours d'élaboration pour les organismes, pour les IDE, ça veut dire qu'on ne pourra pas prescrire de vaccin cette année. Est-ce que ça va être court pour cette année ou pas?
Bah, je ne sais pas où en sont les organismes de formation des IDE finalement, puisqu'en fait, elles ont manqué d'anticipation, les organismes. Donc, euh, après, la vaccination grippe, de toute façon, elle se fait pour l'avoir vu entre le 17 octobre et ça va être prolongé jusqu'au janvier-février. Donc, même en janvier et février, s'il y a besoin de prescription, s'il y a besoin de vaccination anti-grippe, de toute façon, ce sera encore temps. Oui, et juste, ça remet pas en cause ce qui était fait pour la Covid et pour la grippe avant. Donc, les gens qui reçoivent leur bon de prise en charge, il n'y a pas besoin de prescription du coup. Voilà, donc ça change pas les modalités pour ces deux vaccins-là. Donc, faut pas vous... Voilà, c'est comme avant pour la grippe et la Covid, du coup. Avez-vous d'autres questions? Alors, il y a Véronique qui nous demande pour le vaccin Covid, il s'agit de commander au pharmacien. Ben, le bon de commande passe, enfin, normalement, le bon de commande passe forcément par le pharmacien auquel le médecin a été rattaché sur ces dernières périodes. Euh, et pas de prescrire. Oui, de toute façon, la commande passe par le pharmacien, ça c'est obligatoire. La prescription passe pas forcément par le pharmacien. Oui. Mais en tout cas, la commande, on est toujours sur le problème de traçabilité, hein, donc, et la traçabilité fait qu'on envoie des vaccins, que les vaccins sont envoyés aux grossistes et que les grossistes les distribuent en fonction des demandes hebdomadaires. Je rappelle juste, donc, il n'y a pas de changement pour la grippe et la Covid, pour les pharmaciens et les infirmières. Voilà, il n'y a aucun changement pour cette année. Ça sera juste pour les autres vaccinations qu'il faudra faire une formation. Mais là, rien ne change pour la grippe et la Covid cette année. D'accord? Voilà. Et je valide ça, de toute façon, c'est vrai. Julie nous demande, quand nous avons fini la formation sur les vaccinations, nous devons attendre l'attestation d'autorisation pour pouvoir prescrire ou nous pouvons directement à la fin de la formation. De toute façon, si on a fini la formation, on fait une déclaration. À partir du moment où on a fait cette déclaration, en tout cas, nous, je crois qu'on doit l'envoyer au Conseil de l'Ordre, on doit l'envoyer certainement à l'ARS en même temps. Donc, à partir du moment où les documents sont envoyés, on peut déjà prescrire, puisque on a validé notre formation et on va recevoir le récépissé de nos envois. Donc, on peut prescrire à la fin de la formation, euh, qu'elle soit réellement finie enfin, et validante. Donc, la transmission se fait aux ordres, mais je pense pas qu'il y ait de déclaration à l'ARS du coup. Mais voilà, c'est surtout aux ordres infirmiers et pharmaciens. Alors Cécile nous dit, on commande direct au pharmacien le nombre de flacons dont on a besoin, comme avant. On avait reçu un mail sur Mailise pour les commandes comme avant, pas de prescription à faire pour récupérer ces flacons. De mémoire, il me semble qu'il y a enfin, quand on fournit, alors à moins que ça ait changé, mais quand on fournit les vaccins, moi je garde en tout cas une traçabilité, je garde une trace écrite, je fais signer mon bon de livraison par les gens qui sont venus les chercher, que ce soit les EHPAD ou que ce soit les infirmiers, puisqu'en fait, il nous faut de toute façon la traçabilité. Alors après, qu'il y ait une prescription ou pas, que le bon de livraison enfin, soit conservé et serve de prescription, c'est très possible. Mais en même temps, faut être conscient qu'on a besoin de traçabilité. On fait tout en traçabilité. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas sur la vaccination Covid. Alors Monsieur Dour, une question. Tout à l'heure, on parlait de la trousse de vaccination. Stéphanie nous demande, pour avoir le stylo d'adrénaline, comment on procède auprès du pharmacien? Ben, l'infirmière peut se faire une prescription pour sa propre trousse d'un stylo d'adrénaline, tout simplement. Nous, en tant que pharmacien, on en a quelques-unes dans notre stock. Donc,
pas difficile d'en sortir une et de la mettre dans la salle de vaccination, les infirmières, effectivement, peuvent faire une prescription pour justifier, en tout cas, de la sortie et de la mise dans leur valisette de travail. Alors, Sophie, une question d'Alexandra. En tant qu'IDE, si le patient n'a pas de bon de vaccination, on y revient sur la grippe et la Covid, est-ce qu'on peut vacciner ou pas? Bah, normalement, les pharmaciens peuvent réimprimer le bon s'il fait partie des recommandations de vaccination. Et puis sinon, non, du coup, il faut qu'il y ait une prescription, du coup. Et après, pour la Covid, bah, c'est comme avant. Du coup, les gens pouvaient se faire vacciner. Tous les gens peuvent se faire vacciner gratuitement si ça fait partie des recommandations. Alors, pas chez les enfants, hein, du coup, mais les adultes, s'ils n'ont pas de bon de vaccination, vous pouvez les vacciner contre la Covid, du coup. Mais normalement, ils font pas partie. Il n'y a que ceux qui ont été ciblés par les recommandations qui reçoivent le bon de vaccination, du coup. Alexandra, vous allez recevoir un mémo de l'assurance maladie à ce sujet-là. Alors, on revient à la seringue d'adrénaline. Elles sont payantes pour les IDE. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une prise en charge? Absolument. Enfin, il faudra voir avec votre ordre et avec nous, de toute façon, elle est payante. On les achète. De toute façon, quand on les revend, on les a déjà achetés. Donc, et quand on les utilise, on les achète. Donc, après, faut voir avec les organismes qui peuvent éventuellement les prendre en charge. En tout cas, nous, c'est pas prise en charge. Ça sort de notre tiroir caisse et donc c'est notre prise en charge à nous. Ça rentre dans nos ça rentre également dans nos frais généraux, comme de toute façon pour les IDE dans leurs frais généraux. Alors, il n'y a plus de questions. On vous laisse encore quelques minutes. Un petit mot de conclusion avant de se quitter. Sophie, Monsieur Dour. Mais, mm, en tout cas, en ce qui me concerne, ben, content d'avoir été présent, d'avoir répondu à une question. Alors, une question de Pauline qui nous dit, j'ai récupéré une à ce jour à la pharmacie que je me suis auto-prescrit sans frais. Tant mieux, il faut continuer. Vous étiez sur votre petit mot de conclusion, Monsieur Oui, Dour. content d'avoir participé et content également de voir que plus d'une centaine de personnes se sont déjà inscrites sur ce webinaire, comme quoi la question est intéressante et de toute façon, voire même passionnante et qu'il va falloir qu'on travaille pour qu'on augmente notre couverture vaccinale. Et merci à vous toutes de nous avoir accompagnés en tout cas et merci Madame Bianchi. Voilà, bah, moi, je suis ravie aussi d'avoir participé à ça. Je pense que c'est une opportunité d'ouvrir enfin, d'étendre les compétences vaccinales à tout le monde et que ça va permettre d'augmenter les couvertures vaccinales. Voilà, on verra ce que ça va donner. Du coup. C'était une première, cette co-construction et de co-organisation. Merci à tous les deux de votre participation. J'espère qu'on a pu répondre à l'ensemble de vos questions. S'il vous en reste, ben, vous voyez qu'il y a des liens à votre disposition. On compte sur vous pour répondre au questionnaire d'évaluation et vous pourrez ensuite récupérer le contenu de ce webinaire qui vous sera transmis. Merci de votre participation. Bonne soirée à tous et puis bonne campagne de vaccination. Merci.